Je m'appelle Théa Anders et j'ai 29 ans. Tu as toujours été notre plus grande déception, a dit ma mère en faisant glisser un stylo sur la table pour que je signe la renonciation à mon héritage devant 12 membres de ma famille. C'était il y a 3 ans. Je suis sorti de la maison de mes parents cet après-midi-là avec rien. Pas d'argent, pas de famille, pas de filet de sécurité. Ma sœur, Victoria, a tout pris. Le patrimoine de 4 millions de dollars, la maison de plage, les comptes d'investissement. Mon père ne m'a même pas regardé quand je suis parti. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, ni ma mère, ni mon père, ni ma parfaite sœur, c'est ce qu'un simple appel téléphonique entre 2 avocats allait révéler 3 ans plus tard. Et quand mon père a finalement entendu le chiffre, il a répété les 2 mêmes mots encore et encore, comme un homme qui venait de voir son monde entier basculer. Avant de continuer, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous vous connectez vraiment à cette histoire. Indiquez votre ville et votre heure locale dans les commentaires. J'adorerais savoir d'où vous écoutez. Maintenant, laissez-moi vous ramener à un dimanche après-midi de mars, le jour où ma famille m'a assise et m'a effacé. L'appel arrive un mercredi soir. Je suis assise en tailleur sur le sol de mon studio à New Haven, entouré d'échantillons de tissus et de plans d'étage pour la rénovation du salon d'un client. Mon premier vrai projet solo, 800 $. J'en suis fier. Le nom de ma mère s'allume sur l'écran. Réunion de famille ce dimanche. Ne sois pas en retard. Aucune explication, aucune chaleur, juste des instructions. Je manque de ne pas y aller. Quelque chose dans son ton semble étrange, plus tranchant que d'habitude, plus répété. Mais c'est la famille. Et malgré tout, je me présente toujours quand ils appellent. Ça a toujours été mon problème. Dimanche matin, je conduis 3 heures de New Haven au comté de Fairfield. La pluie de mars ne s'est pas arrêtée depuis des jours, et les essuie-glaces battent un rythme que je ne peux pas me sortir de la tête. Quand je tourne sur Ridgewood Lane, la maison se dresse à travers le gris. Façade en pierre, volets noirs, le genre de maison qui semble construite pour intimider. J'ai grandi ici. Elle ne m'a jamais semblé être la mienne. À l'intérieur, 12 personnes sont déjà assises autour de la table de la salle à manger. Grand-mère Rosemary est assise le plus près de la fenêtre, les mains jointes sur ses genoux. Oncle Robert est à côté d'elle, la mâchoire serrée. Tante Janet, 3 cousins, tout le monde habillé comme s'ils assistaient à quelque chose de formel. À la tête de la table est assis Monsieur Whitfield, l'avocat spécialisé en succession de mes parents, aux cheveux argentés, des lunettes de lecture sur une chaîne, un épais dossier en cuir ouvert devant lui. Mon père, Richard, se tient derrière sa chaise, les bras croisés. Il ne me salue pas. Ma mère, Patricia, me désigne un siège vide au bout de la table, le seul qui reste. Et là, à la droite de mon père, est assise Victoria. Ma sœur aînée, blazer cintré, boucle d'oreille en perles. Elle ne me regarde pas non plus, mais sa posture dit tout. Elle sait déjà ce qui va se passer. Sur la table devant ma chaise vide, je vois un seul document. Mon nom est imprimé en haut. Je ne peux pas lire le reste avant que mon père ne s'éclaircisse la gorge. Assieds-toi, Théa. Ça ne prendra pas longtemps. Je m'assois. La chaise est froide. Mon père ne perd pas de temps. Il hoche la tête en direction de Monsieur Whitfield, qui ouvre le dossier en cuir et commence à lire de ce ton plat et juridique qui dépouille tout d'émotion. Le patrimoine, en totalité, est transféré à Victoria Anders. La maison sur Ridgewood Lane, le chalet de plage à Mystique, les comptes d'investissement, le fonds en fiducie établi par mon grand-père. Valeur totale estimée, 4 millions de dollars. Chaque centime, chaque mur, chaque souvenir qui était censé être partagé. Le nom de Victoria apparaît sur chaque ligne. Le mien n'apparaît sur aucune. Je regarde mon père. Et moi? Il ne répond pas. Il ajuste son bouton de manchette et fixe un point juste derrière mon épaule. Ma mère comble le silence. Elle l'attendait. Tu es toujours notre plus grande déception. Elle le dit comme quelqu'un qui lit une liste de courses. Calme, définitive. Nous n'allons plus faire semblant. La pièce ne bouge pas. Grand-mère Rosemary baisse les yeux sur ses mains. Oncle Robert bouge sur son siège, mais ne dit rien. Tante Janet étudie la table. Mes cousins évitent mes yeux comme si j'avais déjà cessé d'exister. Victoria est assise,
parfaitement immobile. Elle ne parle pas, mais je le surprends. Le plus petit frémissement au coin de sa bouche. Pas tout à fait un sourire. Assez proche. Monsieur Whitfield s'éclaircit la gorge. Il fait glisser le document plus près de moi. Une renonciation au droit de succession. Des onglets préimprimés marquant déjà ou signé. Nous aurons besoin de votre signature pour finaliser. Je regarde le stylo. Je regarde ma mère. Son menton est levé. Elle me met au défi de faire une scène. Je prends le stylo. Ma main est stable. Cela me surprend même moi. Je t'ai entendu, maman. Je signe. Je me lève avant que l'encre ne soit sèche. Personne ne m'arrête. Personne ne dit, attends. Personne ne dit, est-ce que ça va? La pièce expire alors que je me recule de la table, non pas avec soulagement, mais avec la compréhension collective que la partie inconfortable est terminée pour eux. Je traverse le couloir en direction de la porte d'entrée. Mes pas résonnent sur le parquet. À ma gauche, le mur de la galerie. Je suis passé devant 1000 fois. 3 photographies encadrées. La remise de diplôme de l'école de droit de Victoria. Elle acceptant le prix du doyen. Elle se tenant entre maman et papa sur un balcon à Rome. Des cadres argentés parfaitement espacés. Il n'y a pas de photographie de moi. J'ouvre la porte d'entrée. La pluie ne s'est pas arrêtée. Mon téléphone vibre avant que j'atteigne ma voiture. Un texto de Victoria. Sans rancune, n'est-ce pas? Ce ne sont que des affaires. Je le regarde pendant 10 secondes, puis je le supprime. Le trajet de retour à New Haven prend 3 heures. Je tiens 20 minutes avant de m'arrêter. Je me gare sur la bande d'arrêt d'urgence de LI 95, je coupe le moteur et je reste assise là. Les voitures passent en un flou. La pluie martèle le toit. Je ne pleure pas. Je ne crie pas. Je reste juste assise avec ça. Le poids d'être soustraite de sa propre famille comme une ligne sur une feuille de calcul. 40 minutes. Puis je redémarre la voiture. Quand j'arrive à la maison, mon appartement est exactement comme je l'ai laissé. Des échantillons de tissu sur le sol, le plan d'étage du client épinglé au mur, un bol de céréales sur le comptoir du petit déjeuner. Je vérifie mon compte en banque. 3200 $. Pas de famille, pas de relation, personne ne viendra m'aider. Je m'assois sur le sol de la cuisine ce soir-là et je fais une liste. Non pas de ce que j'ai perdu, mais de ce que j'ai encore. C'est une courte liste, mais elle est à moi. Le premier client annule un mardi. Bonjour, Théa. Nous avons décidé de prendre une autre direction. Bonne chance. Aucune explication. J'envoie une réponse polie et je passe à autre chose. Ces choses arrivent. La deuxième annulation arrive 4 jours plus tard. Celle-ci fait plus mal. C'était une rénovation complète de cuisine. 3 semaines de planification, les mesures déjà prises. La propriétaire appelle au lieu d'envoyer un courriel. Nous avons entendu dire que vous traversez des problèmes personnels, dit-elle avec précaution. Nous pensons simplement qu'il est préférable de travailler avec quelqu'un de plus stable en ce moment. Je lui demande qui lui a dit ça. Elle hésite. Je préférerais ne pas le dire. Quelque chose de froid s'installe dans mon estomac. 2 annulations en une semaine. Les 2 utilisant un langage qui semble préparé. Les 2 se retirant pour des raisons qui n'ont rien à voir avec mon travail. J'accepte des contrats plus petits. Un rafraîchissement de salon pour un logement locatif, 800 $. Une consultation de couleur pour un couple à West Haven, 200 $. Je mange des céréales pour le dîner 3 soirs par semaine. Non pas parce que je suis romantique à propos de la difficulté, mais parce que les céréales coûtent 3,49 $ la boîte. Le fond du trou n'est pas dramatique. C'est silencieux. C'est diviser une boîte de pâtes en 3 repas et appeler ça de la budgétisation. La 3e semaine, j'essaie la seule bouée de sauvetage familiale qu'il me reste. Oncle Robert, le frère cadet de mon père. Il a toujours été plus doux que papa. Il m'a dit une fois que mon sens de la couleur lui rappelait grand-mère Rosemary. Théa, je t'aime, dit-il au téléphone. Mais ne me mets pas au milieu de ça. Il raccroche et je comprends.
Il n'y a pas de milieu. Il y a la famille Anders et il y a moi. 2 pays séparés. Ce soir-là, un courriel arrive d'une adresse que je ne reconnais pas. Quelqu'un demandant une consultation de design pour un pantouse à Hartford. Budget important. Je le supprime presque. Ça semble trop beau pour être vrai. Je ne le supprime pas. La vérité me trouve dans un café sur Chapel Street. C'est un samedi matin environ 6 semaines après la réunion. Je suis en train de revoir des croquis pour une rénovation de salle de bain, le seul projet qu'il me reste, quand une femme s'approche de ma table. Claire Duton, une ancienne cliente. J'avais redessiné son bureau à domicile l'automne précédent. Théa, je pensais bien que c'était vous. Elle s'assoit sans demander. Son visage est étrange. Moitié culpabilité, moitié curiosité. Je dois vous demander quelque chose. Faites-vous toujours du design? Bien sûr. Pourquoi? Elle remue lentement son café. Parce que votre sœur m'a dit que non. Pas directement. Elle en a parlé lors d'un dîner. A dit que vous aviez pris du recul par rapport à l'entreprise. Que vous traversiez une période difficile. Claire fait une pause, me regarde comme si elle décidait de ce qu'elle allait partager. Elle a aussi dit que vous aviez été renvoyé de la famille pour des raisons qu'elle ne pouvait pas détailler. Elle a fait en sorte que ça paraisse sérieux, Théa, comme si c'était d'ordre juridique. Quelques personnes à ce dîner étaient dans l'immobilier. Les nouvelles voyages. Je pose mon crayon. Mes mains tremblent. Pas de tristesse cette fois, mais de quelque chose de plus dur. A-t-elle dit quelles étaient les raisons? Non. C'est ce qui a rendu les choses pires. Elle a laissé la question ouverte. Les gens ont comblé les vides. Je comprends maintenant. Les annulations, la distance soudaine. Victoria n'a pas seulement pris mon héritage. Elle se met du sel sur la terre derrière moi. Discrètement, socialement, avec une dénégation plausible. Pas d'empreinte digitale, juste des chuchotements lors de dîner. Je veux l'appeler. Je veux crier. Au lieu de ça, je remercie Claire. Je finis mon café et je prends une décision sur le champ, assise dans cette banquette avec mon latte à 6,50 $ et 50 centimes et ma liste de clients ruinés. Je ne confronterai pas Victoria. Je ne supplierai pas mes parents. Je reconstruirai quelque part où elle ne pourra pas m'atteindre. 3 mois après la réunion, je brise ma propre règle et j'appelle ma mère. Pas pour supplier, pas pour pleurer. J'ai besoin d'une réponse. Elle décroche à la 3e sonnerie. Théa. Pas une question, pas une salutation, juste une reconnaissance que j'existe encore. L'as-tu planifié, maman? Silence. La réunion, les 12 personnes, Monsieur Whitfield, tout ça. Était-ce planifié? Nous avons fait ce qui était le mieux pour la famille. Pour la famille ou pour Victoria? Victoria ne nous a jamais donné de raison de nous inquiéter. Je ne vous en ai jamais donné non plus. Un silence plus long cette fois. Je l'entends respirer. J'entends le robinet de la cuisine qui goutte. Celui que papa doit réparer depuis 7 ans. Étrange, les détails dont on se souvient quand votre mère décide si elle va être honnête avec vous. Théa, sa voix s'adoucit, mais c'est la douceur de quelqu'un qui explique quelque chose à un enfant. Si tu nous avais écoutés depuis le début, si tu avais fait des études de droit, ou au moins si tu avais trouvé un vrai travail, rien de tout cela ne serait arrivé. Tu as choisi ça. Voilà, le fond du problème. Dans le monde de Patricia Anders, l'obéissance équivaut à l'amour. J'ai désobéi, donc je ne suis pas qualifié. C'est la dernière fois que j'appelle ce numéro. Ne sois pas dramatique. Je ne suis pas dramatique, maman. Je suis clair. Je raccroche et je tiens parole. Pas d'appel, pas de texto, pas de courriel. Pas ce mois-là. Pas le mois d'après. Le silence entre nous devient un mur. Et chaque jour où je ne saisis pas le téléphone, il grandit d'1 centimètre de plus. Je ne suis plus en colère. C'est la partie que personne ne vous dit sur la rupture des liens. Finalement, la rage s'épuise et ce qui reste est juste le calme. Un calme terrible et constant qui ressemble beaucoup à la liberté. 4 mois plus tard, Victoria envoie le premier courriel. Objet, je pense à toi. Le corps est long,
soigneusement rédigé, et dégoulinant de sollicitude. Je veux que tu saches que je n'ai joué aucun rôle dans leur décision. Maman et papa ont agi de leur propre chef. J'ai essayé de les en dissuader, mais tu sais comment est papa. J'espère que tu vas bien. Je m'inquiète pour toi. Je le lis 2 fois. Non pas parce qu'il est convaincant, car il ne l'est pas. Chaque phrase est construite comme une défense juridique. Pas d'aveu, pas de détails, pas de responsabilité. Ce courriel n'est pas pour moi. C'est une assurance. Si les choses tournent mal un jour, Victoria pourra le montrer et dire, vous voyez, je l'ai contacté. J'ai été la sœur attentionnée. Je ne réponds pas. 2 semaines plus tard, un deuxième courriel, plus court, plus direct. J'ai entendu dire que tu as des difficultés financières. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Tu n'as pas à faire ça seul. Demande simplement. Demande simplement. Les 2 mots les plus chargés de sens de la langue française quand ils viennent de quelqu'un qui vous écrase le cou. Je lis celui-ci une fois, puis je ferme l'ordinateur portable. Mais quelque chose me fait m'arrêter. Un petit instinct, le genre qui vit à l'arrière de votre cerveau où les décisions de survie sont prises. J'ouvre à nouveau l'ordinateur portable. Je crée un nouveau dossier dans ma boîte de réception. Je le nomme simplement V. J'y glisse les 2 courriels. Je ne sais pas ce que j'en ferai. Je ne sais même pas s'ils ont de l'importance, mais mon instinct me dit de garder une trace. Victoria est méticuleuse. Elle planifie 3 coups à l'avance. Si elle envoie des courriels aussi soignés, c'est qu'elle construit un récit, et je devrais en faire autant. La gentillesse de Victoria est toujours venue avec un reçu. Je n'avais juste jamais pensé à vérifier les petits caractères avant. Le pantouse de Hartford change tout. Le courriel mystérieux de la 3e semaine s'avère appartenir à une femme nommée Margaret Callaway, 62 ans, qui a réussi par elle-même, propriétaire de biens commerciaux dans le Connecticut et en Caroline du Nord. Le regard perçant, des bagues en argent à 3 doigts, le genre de poignée de main qui vous dit qu'on l'a sous-estimée toute sa vie et qu'elle a pris plaisir à prouver aux gens qu'ils avaient tort à chaque fois. Nous nous rencontrons au Penthouse, 18e étage, surplombant Bushnell Park. L'espace est un désastre. Le locataire précédent a vidé la cuisine et est parti. Mur à nu jusqu'au placo, tuyaux apparents. La plupart des designers y verraient un problème. Je vois une cathédrale. Margaret me regarde parcourir les pièces pendant 40 minutes. Je ne fais pas de présentation. Je ne vends pas. Je me déplace simplement dans l'espace, touchant les surfaces, mesurant les angles de lumière avec ma main, m'accroupissant pour vérifier les lignes de vue. Quand j'ai fini, elle se tient dans l'embrasure de la porte, les bras croisés et un très léger sourire. Vous voyez l'espace différemment de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Le projet dure 5 mois. Budget de 120 000 $. Plus d'argent que je n'en ai jamais eu la responsabilité. Je ne dors pas beaucoup. Je me fournis en matériaux auprès de chantiers de récupération et d'ateliers d'artisans. Chaque choix est délibéré. Chaque coin raconte une histoire. Quand c'est terminé, Margaret traverse le Penthouse achevé et ne dit pas un mot pendant un long moment. Puis elle se tourne vers moi. J'ai 3 collègues qui ont besoin de quelqu'un exactement comme vous. En 2 mois, j'ai 4 projets en cours, des vrais, pas des rafraîchissements de salon à 800 $, des rénovations résidentielles complètes avec des clients qui m'ont trouvé grâce au nom de Margaret. Un soir, au dîner, Margaret mentionne quelque chose qui ne me marque guère à l'époque, mais plus tard, beaucoup plus tard, cela aura une importance énorme. Je m'intéresse à l'hôtellerie de charme. Si vous voulez un jour investir votre temps, pas votre argent, j'aimerais en parler. Je n'investis pas dans les gens qui ont besoin d'être sauvés, me dit-elle. J'investis dans les gens qui ont juste besoin d'une porte. 8 mois après la réunion de famille, je quitte le Connecticut. Le projet d'hôtel de charme de Margaret se trouve à Asheville, en Caroline du Nord, une ville nichée dans les montagnes Blue Ridge, pleine d'artistes, de randonneurs et de gens qui ont choisi un autre type de vie. Cela semble être le bon endroit pour arrêter de fuir et commencer à construire. Je charge ma voiture, une Honda Civic de 12 ans avec une bosse sur la portière passager, et je conduis vers le sud. Tout ce que je possède tient dans le coffre et sur la banquette arrière, des échantillons de tissus, une boîte de livres, 3 plantes d'intérieur que je refuse d'abandonner. À Asheville, je loue un appartement d'une chambre au-dessus d'un atelier de poterie.
Le plancher grince. La pression de l'eau est une suggestion. C'est parfait. Je remplis les papiers pour une SARL. Je choisis le nom avec soin. Aldé Interior. Pas d'Anders nulle part. Un nouveau départ a besoin d'un nouveau nom. Margaret et moi formalisons notre accord. Elle investit $150 000 dans Aldé Interior, pas de la charité, un accord commercial avec des conditions, des marges et des jalons. Je m'occupe du design. Elle me met en contact avec des propriétaires cherchant à rénover des espaces commerciaux. Les bénéfices sont partagés par pourcentage. Tout est documenté. Je travaille 14 heures par jour. Certaines nuits, je m'endors à mon bureau avec un crayon encore à la main. Je ne consulte pas les réseaux sociaux. Je n'appelle pas le Connecticut. Le monde d'où je viens rétrécit un peu plus chaque semaine jusqu'à ce qu'il ressemble à quelque chose que j'ai vu dans un film une fois. Puis un mardi matin, mon téléphone vibre avec un nom que je n'ai pas vu depuis des années. Daniel Reeves, un ami d'université, maintenant avocat en immobilier à Charlotte. Il a repéré Aldé Interior dans un registre des entreprises de Caroline du Nord. C'est toi. Thea Anders à la tête d'une entreprise de design d'intérieur. Félicitations. Un café un de ces jours? Pour la première fois en 8 mois, je souris sans y penser. Je réponds. Dis-moi où. Daniel Reeves a exactement le même air que dans mon souvenir. Grand, légèrement débraillé, le genre de gars qui porte un costume comme s'il lui faisait une faveur. Nous nous retrouvons dans un café du centre-ville de Charlotte. Il commande un café noir. Je commande la même chose. Certaines choses ne changent pas. Nous nous mettons à jour. Il pratique le droit immobilier depuis 5 ans. De bons clients, un travail stable. Il me pose des questions sur Aldé Interior. Je lui donne les bases. Hôtellerie de charme, rénovation commerciale, l'investissement de Margaret. Il écoute attentivement. Les avocats le font toujours. Puis je lui raconte la partie que je n'ai pas racontée à beaucoup de gens. La réunion, la signature, les 12 membres de la famille, les mots de Patricia. Daniel pose sa tasse. Son expression passe de amicale à concentrée. Attends, ta sœur Victoria Anders? Oui. Du comté de Fairfield. Elle travaille dans un cabinet à Stanford. C'est elle. Pourquoi? Il reste silencieux un moment, réfléchissant à quelque chose. Son nom est apparu dans une transaction que j'examinais la semaine dernière. Une affaire commerciale dans le sud-est. Elle était en copie d'une chaîne de courriel entre un courtier et un groupe de gestion immobilière. Ça n'a pas de sens. Victoria ne fait pas d'immobilier commercial. C'est ce que je pensais. Il se penche en avant. Théa, dans ses courriels, ta sœur les mettait en garde contre toi. Elle disait que tu n'étais pas fiable, que ta famille avait coupé les ponts avec toi pour de graves problèmes financiers. Elle a utilisé ton nom complet. Le café a un goût de cendre. Elle leur a dit de ne travailler avec personne lié à Thea Anders. Je ne parle pas. Le bruit du café remplit le vide. Machine à expresso. Rire. La playlist de quelqu'un qui s'échappe de haut-parleur bon marché. Daniel m'observe attentivement. Ne fais rien pour l'instant, dit-il. Laisse-moi enquêter. Mais Théa, si c'est ce que je pense, ta sœur n'a pas seulement été favorisée. Elle travaillait activement contre toi. Je hoche la tête. Mes mains sont à plat sur la table, stable. Mais sous la surface, quelque chose est en train de changer. Je dois faire une pause dans l'histoire ici pendant une seconde car c'est le moment où tout bascule. Si vous étiez moi, si vous veniez de découvrir que votre propre sœur agissait dans votre dos, sabotant votre nom, s'assurant que vous ne puissiez pas vous reconstruire, que feriez-vous? La confronteriez-vous, ou continueriez-vous à construire en silence? Mettez votre réponse dans les commentaires. A pour confronter, B pour le silence. Et si cette histoire vous touche de près en ce moment, ce bouton d'abonnement est juste là. C'est gratuit. Ça aide plus que vous ne le pensez. D'accord, continuons parce que ce qui s'est passé ensuite? Je ne l'ai pas vu venir non plus. 18 mois après avoir quitté le Connecticut, Aldé Interior termine son 12e projet. Je tiens un registre dans un carnet en cuir que Margaret m'a donné.
Chaque projet, chaque chiffre. 12 rénovations, chiffre d'affaires annuel, 1,2 million de dollars. Ça ne semble toujours pas réel quand je l'écris. Margaret et moi faisons notre première acquisition majeure, un immeuble commercial négligé dans le sud d'Asheville. 3 étages, extérieur en briques, condamné par la ville 2 ans auparavant. Tout le monde nous dit que c'est un gouffre financier. Nous voyons autre chose. Je redessine l'intérieur. Margaret s'occupe des permis et du zonage. Nous y consacrons 6 mois et chaque dollar disponible. Quand nous avons terminé, le bâtiment abrite 4 locataires de commerce de luxe et 2 studios de design. Bénéfice net après rénovation, 340 000 dollars. Mon nom commence à apparaître dans les magazines de design régionaux, un article dans Asheville Home & Design, une mention dans une newsletter immobilière de Charlotte. De petites reconnaissances, mais elles signifient tout pour quelqu'un à qui on a dit qu'elle n'arriverait jamais à rien. J'embauche 3 employés, un chef de projet, un assistant designer, un comptable qui me garde honnête. Nous travaillons dans un entrepôt reconverti qui sent la sueur et la peinture fraîche. Je conduis toujours la Honda Civic, je vis toujours dans l'appartement d'une chambre au-dessus de l'atelier de poterie, je déjeune toujours à mon bureau. L'argent augmente, mais ma vie reste volontairement petite. Puis un soir, autour d'un plat thaïlandais dans la cuisine de Margaret, elle dit quelque chose qui fait arrêter mes baguettes en plein vol. Il y a une parcelle de terrain à Westport, dans le Connecticut. Elle vient d'être mise sur le marché. Elle est adjacente à quelques domaines résidentiels dans la région du comté de Fairfield. Elle observe mon visage. Je sais ce qu'elle est en train de me dire. Westport borde le quartier de mes parents. Je ne bronche pas, renvoie-moi l'annonce. 3 ans après le jour où j'ai signé ces papiers, j'entre au gala de charité annuel de l'association immobilière du Connecticut au Marriott de Hartford. J'ai failli ne pas venir. Quand Margaret en a parlé, 200 invités, tenue de soirée, tous les noms de l'immobilier du Connecticut, mon premier instinct a été de dire non. Je ne suis pas prête à me tenir dans une pièce pleine de gens qui pourraient connaître ma famille, qui pourraient avoir entendu la version de Victoria de mon histoire, mais Margaret ne me laisse pas me cacher. Tu es mon associé, Théa. Ta place est dans cette pièce. Alors, me voilà. Robe noire, simple, pas de bijoux, cheveux lisses et propres. J'ai l'air de quelqu'un qui n'a rien à prouver. Et pour la première fois, ce n'est pas une performance. La salle de bal est éclairée d'une lumière dorée. Champagne sur des plateaux d'argent. Quatuor à cordes dans le coin. 200 personnes en costume sombre et robes de créateur. Réseautage sous des lustres de cristal. Je les vois avant qu'ils ne me voient. Mon père se tient près du bar et parle avec Monsieur Whitfield, le même avocat qui a fait glisser ce document vers moi il y a 3 ans. Ma mère est assise à une table ronde avec tante Janet, le dos droit, ses perles captant la lumière, et Victoria. Elle est de l'autre côté de la pièce, en pleine conversation avec un groupe d'hommes en cravate chair, riant, gesticulant, dans son élément. Ma poitrine se serre. 3 ans de silence et mon corps réagit encore à eux comme un système d'alarme. Margaret pose une main sur mon bras. Respire. Je respire. Puis Patricia tourne la tête. Nos regards se croisent à travers 60 pieds de sol poli. Son verre de champagne s'arrête à mi-chemin de ses lèvres. Victoria remarque l'expression de sa mère, suit son regard, me trouve. Pendant une seconde entière, personne ne bouge. Puis Margaret se dirige droit vers la table des Anders et je marche avec elle. Margaret tend la main à Monsieur Whitfield comme s'ils étaient de vieux collègues. Ils le sont probablement. Gérald, ravi de vous voir. Elle se tourne avec aisance, un bras pointant vers moi. Avez-vous rencontré mon associé, Théa Anders, la force créatrice derrière Aldé Interior? Elle le dit à voix haute, ni agressive, ni pointée. Juste le ton naturel d'une femme qui présente quelqu'un dont elle est fière. La moitié des tables environnantes l'entendent. Richard se tourne lentement. Son visage passe par la reconnaissance, la confusion, et quelque chose que je ne peux pas nommer. Il me fixe comme si j'étais un fantôme qui était entré par la mauvaise porte. Patricia se remet la première. Elle le fait toujours. Son sourire apparaît comme un interrupteur. Instantané, pratiqué. Prêt pour la caméra. Théa. Quelle surprise. Nous nous sommes tellement inquiétés pour toi.
Elle tend la main pour prendre la mienne. Je la laisse faire. Une pression, puis je me retire. J'apprécie, maman. J'allais bien. Victoria apparaît au bord de la table. Elle me regarde de la même manière qu'un joueur d'échecs regarde un coup inattendu. Nous avons entendu dire que tu faisais un peu de décoration. Elle incline la tête, un petit sourire condescendant. C'est mignon. Le mot mignon atterrit exactement comme elle l'entendait, méprisant, minimisant. Mais Margaret l'a entendu. Elle se tourne vers Victoria avec l'autorité calme d'une femme qui a mangé des gens comme ça au petit déjeuner pendant 40 ans. De la décoration? Aldé Interior gère un portefeuille commercial de 6 millions de dollars. J'appellerais difficilement cela de la décoration. La table devient silencieuse. Un homme assis à côté de Monsieur Whitfield abaisse son scotch. Deux femmes derrière nous arrêtent leur conversation. Le sourire de Victoria ne disparaît pas. Il se fige. Un collègue de Victoria, un avocat en immobilier que je ne reconnais pas, se penche. Aldé Interior, c'est elle qui possède ça. Nous venons de les engager pour notre projet à Stanford. Le visage de Victoria devient blanc. Je reste parfaitement immobile. Je ne suis pas venu ici pour prouver quoi que ce soit. Je suis venu parce que j'ai été invité. Et en ce moment, c'est suffisant. Une semaine après le gala, l'appel téléphonique a lieu. Je n'y suis pas. Daniel me le raconte après, assis en face de moi à son bureau à Charlotte, un bloc-notes couvert de notes entre nous. Voici ce qui s'est passé. La propriété de Westport, la parcelle que Margaret et moi achetons, est adjacente au domaine familial des Anders. La procédure standard exige une étude des limites de propriété et une vérification des titres. Daniel, en tant que mon avocat, contacte l'avocat au dossier pour la propriété voisine. Cet avocat est Gerald Whitfield. Daniel passe l'appel. Routine professionnelle. Il identifie l'entité acheteuse. Aldé Interior LLC. Propriétaire et principal, Thea Anders. Silence au bout du fil. Pas une pause polie. Un long rien sans air. Thea Anders? La voix de Whitfield change de registre. La même Thea Anders du dossier de succession? C'est exact. Un autre silence. Daniel dit qu'il peut entendre Whitfield déplacer des papiers sur son bureau. Je devrais vérifier les finances du côté de l'acheteur pour l'accord de délimitation. Conformité standard. Bien sûr, dit Daniel, je vais envoyer un résumé. La valeur totale du portefeuille d'Aldé Interior, y compris les biens immobiliers et les actifs commerciaux, est d'environ 9,4 millions de dollars. Daniel me dit que le silence a duré 15 secondes. 15 secondes. Il le sait parce qu'il a compté. Puis Whitfield a dit très doucement, je vais devoir contacter mon client. C'est tout. Pas de commentaires, pas de questions, juste le son d'un homme qui recalibre tout ce qu'il pensait savoir sur une famille qu'il sert depuis 20 ans. Daniel pose son stylo et me regarde de l'autre côté de la table. Il n'a pas dit un mot pendant environ 15 secondes. Théa, c'est long pour un avocat. Je hoche la tête. Mes mains sont sur mes genoux. Mon pouls est stable. Mais quelque part au fond de ma poitrine, derrière le calme, le professionnalisme et les 3 années de silence, quelque chose expire. Gerald Whitfield appelle Richard Anders cet après-midi-là. J'apprends les détails plus tard par l'intermédiaire de Daniel, de documents, de la version qui finit par me revenir, que je le veuille ou non. Mais voici ce qui s'est passé dans le bureau de la maison de Ridgewood Lane, derrière une porte en acajou fermée, un mardi ordinaire. Whitfield expose les faits simplement. Une transaction immobilière, une parcelle adjacente, l'acheteur Aldé Interior, détenu et exploité par Thea Anders. Évaluation nette des actifs combinés, environ 9,4 millions de dollars. Richard ne dit rien pendant un long moment. Puis, c'est impossible. Whitfield répète le chiffre, confirme la documentation, note qu'aucun fonds de la famille Anders n'apparaît dans la structure du capital de l'entreprise. Elle a bâti ça toute seule. D'après tous les dossiers que j'ai examinés, oui. C'est impossible. Richard le dit à nouveau, plus doucement cette fois, comme si le mot était la seule chose à laquelle il pouvait se raccrocher. C'est impossible. Patricia est dans la pièce. Elle écoute sur haut-parleur depuis le fauteuil près de la fenêtre. Son visage n'a pas bougé,
mais sa main serre la serviette en lin sur la table d'appoint si fort que ses articulations sont devenues blanches. Dans le salon, Victoria est au téléphone avec une amie. Sa voix traverse le mur. Tendue. Urgente. Que sais-tu d'Aldé Interior, l'entreprise en Caroline du Nord? En as-tu entendu parler? Richard pose le téléphone. Il fixe le mur où 3 photographies de Victoria sont accrochées dans des cadres en argent. Puis il regarde l'espace vide à côté d'elle où une photographie de Théa n'a jamais été. Je veux l'appeler. La réponse de Whitfield est douce mais ferme. Par l'intermédiaire des avocats, Richard. Elle a un conseil maintenant. Cela passe par les canaux appropriés. Richard hoche lentement la tête et dans ce hochement, quelque chose se brise qui ne se réparera pas. Sa fille a un avocat à cause de lui. Les courriels refont surface cette même semaine et ils changent tout. Daniel effectue les vérifications préalables pour l'achat de Westport. Recherche de titres, vérification de privilèges, historique des transactions pour les parcelles environnantes. Routine, ennuyeux, le genre de paperasse qui fait que les diplômés en droit remettent en question leur choix de vie. Mais enfoué dans une chaîne de correspondance entre une agence de courtage régionale et une société de gestion immobilière, Daniel trouve quelque chose qui n'est pas du tout routinier. Un courriel de Victoria Anders envoyé 14 mois plus tôt, adressé à un courtier commercial nommé Paul Erickson. L'objet, info, confidentiel. Le contenu, Victoria exprimant son inquiétude à propos d'une femme nommée Théa Anders qui pourrait approcher des entreprises sur le marché du Sud-Est. Elle me décrit comme financièrement irresponsable. Affirme que j'ai été retiré de la famille en raison de graves problèmes de confiance. Conseille à Erickson de faire preuve de prudence avec toute personne associée à ce nom. Il y a 3 autres courriels dans la chaîne. Différents destinataires, même langage, même formulation prudente et dévastatrice. Victoria ne dit jamais rien d'ouvertement faux. Elle insinue. Elle suggère. Elle laisse le lecteur imaginer la pire version de l'histoire. C'est élégant. C'est calculé. Et dans l'État du Connecticut, ça s'appelle l'interférence délictuelle dans les relations d'affaires. Daniel m'envoie la chaîne. Je la lis une fois, assise à mon bureau à Asheville avec la lumière de la montagne qui entre par la fenêtre. Je ne crie pas. Je ne pleure pas. Je ferme l'ordinateur portable et je reste assise avec ça pendant 1 heure entière. Puis je le rouvre et j'appelle Daniel. Est-ce que c'est suffisant? Plus que suffisant. Depuis quand le sais-tu? Je les ai trouvés il y a 2 jours. Je voulais vérifier avant de te le dire. Je hoche la tête, même s'il ne peut pas me voir. Garde-les en sécurité, dis-je. Je déciderai quand je serai prête. Je ne vais pas les utiliser par colère. Je les utiliserai si elles n'arrêtent pas. Laissez-moi sortir de l'histoire un instant car nous avons atteint le tournant. Et je veux avoir votre avis. Théa a l'épreuve. Elle a l'argent. Elle a tous les droits légaux de porter cette affaire devant les tribunaux. Mais voici la question. Si vous étiez elle, poursuivriez-vous votre propre sœur ou partiriez-vous en laissant votre succès parler de lui-même? A pour poursuivre, B pour partir. Dites-le moi dans les commentaires. J'ai lu chacun d'entre eux jusqu'à présent et je ne vais pas m'arrêter maintenant. Revenons-y parce que ce que Théa décide, ce n'est pas ce à quoi vous vous attendriez. 2 jours plus tard, Daniel reçoit l'appel. Monsieur Whitfield au nom de Richard Anders. Ton formel, mot prudent. Mon client aimerait organiser une rencontre avec Madame Anders. Une conversation familiale. Daniel me demande. J'y réfléchis pendant une journée entière. Je prends le temps, comme j'ai appris à le faire avec chaque décision difficile des 3 dernières années, sans me presser, sans réagir, sans laisser l'ancienne version de moi prendre le volant. Puis je dis à Daniel, non. Si mon père a quelque chose à dire, il peut le mettre par écrit. Richard écrit. La lettre arrive par le bureau de Whitfield sur du papier à lettres personnelles. Pas un en-tête légal, son écriture. Théa, je suis incroyablement fier de ce que tu as accompli. Je n'en avais aucune idée. J'aimerais te voir. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Pouvons-nous parler? Je la lis à ma table de cuisine. Je la relis debout à la fenêtre. Je la lis une 3e fois assise sur le sol comme je l'ai fait la nuit où tout s'est effondré. Il est fier. Bien sûr qu'il l'est,
parce que maintenant il y a un chiffre attaché à mon nom. 9,4 millions de dollars de validation. Mais où était cette lettre quand je gagnais 8 cents dollars par projet? Où était cette fierté quand je mangeais des céréales pour le dîner? Quand je ne pouvais pas garder un client parce que son autre fille empoisonnait tous les puits dans un rayon de 3 États. Je dicte ma réponse à Daniel. Il l'envoie par l'intermédiaire de Whitfield. Merci, papa. Mais je n'ai pas besoin d'une fierté qui arrive 3 ans en retard. J'ai construit ma vie sans elle. Je continuerai sans elle. Une semaine plus tard, Richard envoie une deuxième lettre. 2 mots écrits à l'encre qui a légèrement bavé comme si sa main tremblait. Je suis désolé. Je la lis. Je la plie. Je la mets dans un tiroir. Je ne réponds pas. Je ne poursuis pas Victoria. Je veux être clair à ce sujet. Pas parce que je lui pardonne. Pas encore. Mais parce qu'un procès transformerait ma vie en pièce à conviction, et j'ai passé 3 ans à la reprendre. Je ne vais pas la céder à nouveau. À la place, Daniel rédige une lettre de mise en demeure. Elle fait 5 pages, précise et dévastatrice. Elle nomme 4 cas spécifiques de communication diffamatoire. Elle joint la chaîne de courriel. Elle cite la loi pertinente du Connecticut sur l'interférence délictuelle dans les relations d'affaires. Et elle se termine par une seule déclaration claire. Si Victoria Anders continue de diffuser des informations fausses ou trompeuses concernant Thea Anders ou Aldea Interior LLC, des poursuites judiciaires seront engagées sans préavis supplémentaire. Daniel l'envoie par courrier recommandé au bureau de Victoria au cabinet d'avocats de Stanford. Elle la reçoit un jeudi matin. Je le sais parce que Daniel reçoit un accusé de lecture à 10h14. À 10h32, Victoria appelle Patricia. J'apprends les détails plus tard par le bouche à oreille que Daniel a discrètement entretenu avec des contacts dans la communauté juridique du Connecticut. Les nouvelles voyagent dans les petits cercles professionnels, surtout quand un avocat se voit signifier une mise en demeure dans son propre cabinet. Elle a les courriels. La voix de Victoria, m'a-t-on dit, était plate, contrôlée, mais rapide. La façon dont les gens parlent quand ils calculent les dommages. Elle a tout ce que j'ai envoyé. Quel courriel? Demande Patricia. Tous. Tous ceux que j'ai envoyés aux courtiers, aux gestionnaires immobiliers à propos de Théa. Une longue pause. Nous nous en occuperons. Patricia dit cela sur le même ton qu'elle a utilisé il y a 3 ans à la table de la salle à manger, mais ça ne sonne plus de la même manière. Il y a une fissure maintenant. Ce soir-là, Victoria appelle directement mon téléphone. Pour la première fois en 3 ans. Je regarde son nom s'allumer sur l'écran. Je refuse l'appel, non pas parce que j'ai peur, mais parce qu'il n'y a plus rien à dire. Les courriels font ce que les courriels font toujours. Ils voyagent. Je ne les divulgue jamais. Je ne les publie jamais. Je n'en parle jamais à personne en dehors de Daniel et Margaret. Mais la mise en demeure arrive au cabinet de Victoria pendant les heures de bureau. Une secrétaire juridique traite la livraison. Un associé directeur examine la page de garde dans le cadre du protocole de risque standard. En une semaine, 2 associés seniors du cabinet de Victoria savent qu'elle a utilisé des canaux professionnels pour diffamer sa propre sœur. En 2 semaines, l'associé directeur a une conversation discrète avec Victoria derrière une porte fermée. Elle n'est pas licenciée, mais elle est réaffectée. Déplacer des transactions commerciales en contact avec les clients à la revue de conformité interne, un bureau sans fenêtre, pas de déjeuner client, pas d'événement de réseautage. Dans la communauté juridique du Connecticut, l'histoire se répand comme toutes les rumeurs professionnelles. Pas avec des feux d'artifice, mais avec des sourcils levés et des références formulées avec soin. Situation familiale difficile. Problème de jugement. Pas quelqu'un que vous voulez pour représenter vos intérêts. La réputation de Victoria ne s'effondre pas du jour au lendemain. Elle s'érode lentement, définitivement, lentement. J'en entends parler par Daniel qui en entend parler par des collègues qui en entendent parler par d'autres collègues. Je ne célèbre pas. Il n'y a rien à célébrer en regardant quelqu'un démanteler sa propre carrière avec des courriels qu'elle a choisi d'envoyer. Puis un après-midi, un numéro que je n'ai pas vu depuis 3 ans apparaît sur mon téléphone. Oncle Robert. Théa. Sa voix est plus lourde que dans mon souvenir. Je te dois des excuses. Pourquoi? Pour ce jour-là, la réunion.
J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû prendre ta défense. Je ferme les yeux. Merci, oncle Robert. Ça signifie plus maintenant que tu ne le penses. Il demande s'il peut venir me rendre visite un jour. Je lui dis qu'Asheville est magnifique au printemps. Quand nous raccrochons, je reste assise un long moment. Les courriels se sont révélés d'eux-mêmes. Je n'ai pas eu à le faire. La maison de Ridgewoodland devient plus silencieuse. J'entends des bribes de ce qui se passe par oncle Robert, qui commence à m'appeler un dimanche sur deux. Il reste léger. Le temps, son chien, une histoire drôle sur grand-mère Rosemary. Mais parfois, sans le vouloir, il laisse échapper des détails. Richard a arrêté sa partie de golf hebdomadaire. Il reste assis dans son bureau pendant des heures. Les étagères sont bordées de revues de droit qu'il n'ouvrira plus jamais. Et quelque part sur son bureau, Robert l'a vu une fois, il y a une impression, un article de magazine sur Aldé Interior. Ma photo est dans le coin. Richard l'a lu tellement de fois que le papier est usé aux pliures. Patricia tient bon. En public, elle raconte aux amis la même histoire qu'elle raconte depuis 3 ans. Théa a toujours été la difficile. Maintenant qu'elle a de l'argent, tout le monde veut réécrire l'histoire. Elle dit cela au brunch, au club de lecture, au marché fermier le samedi matin. Mais Robert me dit que tard dans la nuit, il l'a entendu pleurer à travers la porte de la salle de bain. Pas le genre de pleurs théâtraux, le genre qui semble venir d'un endroit qu'elle n'admettra pas exister pendant la journée. Richard envoie une 3e lettre. Manuscrite comme la 2e. Plus longue cette fois. Je ne te demande pas de revenir. Je sais que je n'ai plus ce droit. Je veux juste que tu saches que j'avais tort. Je le vois maintenant. Je te vois maintenant. Je sais qu'il est trop tard. Je la lis assise sur mon porche à Asheville. Les montagnes deviennent dorées. L'air sent la fumée de bois et la pluie. Je pleure pour la première fois en 3 ans. Je me laisse pleurer. Non pas de douleur, mais de la souffrance de recevoir quelque chose dont on a désespérément eu besoin bien après avoir appris à vivre sans. Je plie la lettre. Je la mets dans le tiroir avec l'autre. Je ne réponds pas. Margaret me le dit au dîner un mardi comme si de rien n'était. Nous sommes dans sa ferme près d'Asheville. Elle a préparé un poulet rôti et a ouvert une bouteille de vin qu'elle gardait pour aucune occasion particulière. Le feu est bas. Son chat dort sur le fauteuil. J'ai connu ton père. Je pose ma fourchette. Pas maintenant, dit-elle. Il y a 30 ans, quand je lançais ma première entreprise. Richard Anders était un jeune avocat dans le comté de Fairfield, vif, ambitieux. Il était l'un de mes premiers conseillers juridiques. Je ne parle pas. Il était bon dans son travail, mais il mesurait tout en chiffres, en revenus, en rendement. Si ça ne pouvait pas être quantifié, ça n'existait pas pour lui. Elle fait une pause. Il m'a dit une fois que je manquais de vision, que l'immobilier de charme ne pourrait jamais prendre de l'ampleur. J'ai mis fin au contrat cette semaine-là. 1 an plus tard, mon entreprise dépassait toutes les projections qu'il avait faites. Elle me regarde de l'autre côté de la table avec une constance à laquelle j'ai appris à faire confiance plus que tout. Quand tu m'as contacté pour la première fois à propos du Pantouse de Hartford, je ne savais pas qui tu étais. Je t'ai engagé parce que ton portfolio était remarquable. J'ai découvert que tu étais la fille de Richard plus tard, quand tu m'as parlé de la réunion. Et j'ai décidé que je n'allais pas laisser l'histoire se répéter. Elle fait tourner lentement son verre de vin. Non pas parce que je déteste ton père. Ce n'est pas le cas. Mais parce que je sais ce que ça fait d'être méprisé par quelqu'un qui ne peut pas voir au-delà de sa propre mesure. Je reste assise avec ça pendant un long moment. Margaret ne m'a pas sauvé. Elle m'a reconnu. A reconnu dans mes yeux le regard qu'elle avait vu dans son propre miroir 30 ans auparavant, debout dans le bureau d'un jeune avocat, se faisant dire qu'elle ne serait jamais assez. Merci, dis-je. Ne me remercie pas. Continue juste de construire. 6 mois après le gala, la vente de la propriété de Westport est finalisée. Je ne construis pas de maison dessus. Je ne construis rien pour moi. À la place, je la transforme en un espace de travail créatif partagé. Des studios et des salles de réunion pour de jeunes designers, artistes et architectes qui débutent, des gens qui ont besoin d'une porte, le genre d'espace que j'aurais aimé qu'il existe quand je dormais sur le sol de ma cuisine avec $3200 à mon nom.
Je le nomme, le collectif Aldé. Margaret coupe le ruban. La même semaine, Victoria envoie son dernier courriel. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que ce que j'ai fait était mal. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? Cette fois, je réponds. Il me faut 1 heure pour écrire 4 phrases. Victoria, je te pardonne. Je le pense vraiment. Mais le pardon ne signifie pas que je te veux de retour dans ma vie. Je te souhaite le meilleur. J'appuie sur envoyer et quelque chose se détend dans ma poitrine que je ne savais pas être encore tendue. 2 jours plus tard, mon téléphone sonne. Patricia. Je suis sur le point de ne pas répondre, mais quelque chose me dit que cette conversation doit avoir lieu. Pas pour elle, mais pour moi, une dernière fois. Tu as prouvé ce que tu avais à prouver, dit-elle. Maintenant, rentre à la maison. Je me tiens à la fenêtre de mon appartement. Les montagnes sont bleues et infinies. L'atelier de poterie en bas diffuse quelque chose de doux à la radio. Maman, je n'ai pas prouvé quoi que ce soit. J'ai construit une vie et c'est ma maison maintenant. Théa, je t'aime. Mais je ne peux pas redevenir quelqu'un que tu ne valorises que lorsque les chiffres sont bons. Elle est silencieuse. Je l'entends respirer. Et je me demande si elle pleure à nouveau, si elle est en colère ou si elle est simplement assise dans le silence d'une maison trop grande pour 2 personnes qui ont repoussé la mauvaise fille. Je raccroche doucement. La maison n'est pas une maison que vos parents possèdent. C'est celle que vous avez choisie pour vous-même. Voilà mon histoire. Je ne la raconte pas pour que vous détestiez ma famille. Ce sont des gens. Imparfaits, têtus, parfois cruels, mais des gens. Mon père a été élevé pour croire que le succès avait une seule apparence et il n'a pas pu le voir quand il s'est présenté sous un autre costume. Ma mère croyait que l'amour signifiait le contrôle et quand elle a perdu le contrôle, elle a perdu le langage de l'amour. Ma sœur avait terriblement peur que si je réussissais, toute son identité s'effondrerait parce qu'elle était construite sur le fait d'être meilleure que moi. Ils avaient tort, tous. Mais ce n'étaient pas des étrangers. C'était ma famille. Et c'est ce qui a fait si mal. Voici ce que j'ai appris. Et je le partage non pas comme un conseil, mais comme quelque chose que je porte en moi. Vous n'avez pas besoin de la permission des gens qui vous ont laissé tomber pour recommencer. Vous avez juste besoin d'une porte. Parfois, vous devez construire cette porte vous-même. Parfois, quelqu'un comme Margaret vous la tient ouverte. Quoi qu'il en soit, la porte est à vous. Fixer des limites avec sa famille n'est pas de l'abandon. Ce n'est pas de la cruauté. C'est la décision d'arrêter de saigner pour des gens qui ne vous tendront pas un pansement. Aujourd'hui, Aldé Interior compte 14 employés. Notre portefeuille dépasse les 10 millions de dollars. Margaret est toujours mon associé. Daniel est toujours mon avocat. Et chaque matin, je me réveille dans une maison que j'ai achetée moi-même, dans une ville que j'ai choisie. Vivant une vie que j'ai construite à partir d'un sol de cuisine et d'une liste de ce que j'avais encore. Richard écrit toujours des lettres. Je les lis toujours. Je n'ai pas répondu. Peut-être qu'un jour je le ferai. Peut-être pas. C'est mon choix maintenant. Et si vous êtes là en ce moment, assis au milieu des décombres après vous être fait dire que vous n'êtes pas assez par les personnes qui étaient censées croire en vous, écoutez-moi. La meilleure vengeance n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort. C'est de construire une vie si pleine que leur opinion n'a plus sa place nulle part à l'intérieur. Et c'est là que je vais m'arrêter. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Ça signifie plus que vous ne le pensez. Maintenant, je veux entendre votre histoire. Avez-vous déjà dû vous éloigner de votre famille pour vous sauver? Ou êtes-vous encore en train de décider? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, consultez la description. Il y en a une autre qui vous attend juste là. On se retrouve dans la prochaine.